donc... 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez compris maintenant que Kubrick c'est un réalisateur avec un style très personnel, mais comme beaucoup de réalisateurs. Marqué par une volonté de déranger les conventions, un certain nihilisme, une réalisation assez lente avec des cadres extrêmement larges rendus majestueux par des mouvements de caméra, où les humains sont au service de l'histoire au lieu d'en être le centre. Et si dans la plupart de ces films je suis capable de l'accepter, voire l'apprécier pour certains, dans 2001, ça ne passe pas. Parce que c'est le film où tous les curseurs sont poussés à bout. Et quand on a du mal avec le style du bonhomme en général, en formule concentrée, c'est vraiment très problématique. Alors allons-y pour aborder en 3 points pourquoi je n'aime pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, bah c'est pas très compliqué, il y en a pas. En tout cas, c'est pas le focus du film. Le film se focalise sur le fait de vous faire ressentir le monde dans lequel il se déroule, et l'histoire n'est qu'un prétexte à illustrer ce qu'il a envie d'illustrer thématiquement ou sensoriellement. Dans le grand ordre des choses, l'histoire de 2001, c'est celle de l'évolution de l'humanité. Les peurs et désirs de l'homme. Le film démarre à son aube, alors que nous vivons comme des abrutis dans un désert loin de toute source d'alimentation et pas dans des forêts, pour suivre un troupeau d'humains préhistoriques et par état de fait un peu simiesques, qui survit, comme c'est à la mode à son époque, entre les disputes territoriales autour d'un point d'eau qui incarne nos désirs de nourriture, les attaques random de prédateurs vraiment pas woke et vegan, et la peur du danger pour s'endormir la nuit. Au matin, ils découvrent le monolithe, objet aux capacités et fonctionnements inconnus, dont le design leur évoque l'idée de le mettre sur le côté pour en faire une table à manger, et le leader du clan a soudain l'idée de prendre un os pour taper sur ses cibles et développe ainsi la chasse et la guerre. De fait, s'il montre l'aube de l'humanité, positive, son discours est encore une fois qu'on devrait tous crever car le début de notre évolution est un acte de destruction et de violence. Et pour nous raconter ce truc tout simple, le film a mis 20 minutes. Parce que le but de ce premier segment, c'est bien plus de nous faire ressentir la vie de nos ancêtres que de raconter le premier contact et l'influence des aliens sur nous en eux-mêmes. Le deuxième segment, lui, pourrait tout simplement être coupé. La seule information essentielle de cette partie, c'est qu'on a déterré un deuxième monolithe en 2000 sur la Lune, laissé là depuis des années, attendant qu'on soit assez avancé pour le découvrir. Et cette information est lâchée au bout de 28 minutes de pub pour la NASA. On passe littéralement 5 minutes sur chaque voyage du personnage qu'on suit, à détailler ses plateaux repas et les chaussures anti-gravité de l'hôtesse du vide, oui parce qu'on est dans l'espace donc ça peut pas être une hôtesse de l'air, la procédure de douane de la station orbitale, bref, des trucs qu'en principe tu coupes de ton film, et le personnage lui-même n'a rien à raconter non plus. Durant les 34 minutes que dure cette partie, le gars ne va faire qu'échanger des banalités, refuser de boire un verre avec des collègues russes, avec qui il parlera de tout sauf de l'intrigue principale, allant jusqu'à clairement refuser de révéler ce qu'il sait, passer un coup de fil à sa fille, qui comme toutes les conversations de famille est d'un vide et d'un banal chiant à mourir, et aller dans une salle de conférence où tout le monde s'autocongratule 5 minutes et on nous fait la plus belle démonstration de langue de bois du monde, pour au final ne rien révéler avant le 3e trajet, celui qui va directement au site de fouille. Parce que là non plus, raconter l'histoire, c'est pas l'important pour Stanley. Comme dans la première partie, son style documentaire s'intéresse ici à nous faire imaginer le monde de demain de la perspective de 1968. Enfin, en 66 quand il a tourné le film. C'est pour ça qu'il se concentre sur tous les aspects les plus quotidiens et banals possibles, pour nous faire imaginer la vie de l'individu lambda dans le futur. Et c'est en ça que je comprends pas en quoi c'est si génial. Donc, le meilleur film du monde, c'est l'attraction Le Monde de Demain de Disney, en film. Pourtant Disney a essayé et ça a pas marché. Non, sérieux, on dirait une vidéo institutionnelle pour faire la promotion du programme spatial de la NASA. Et j'y reviendrai d'ailleurs. Il y a une autre raison, cela dit, mais rarement évoquée par les défenseurs du film étonnamment. Avant d'être là pour jouer avec mes nerfs, c'est avant tout la continuation de l'histoire principale, et pourtant indicible, de l'humanité elle-même. Tout ce qu'on voit dans cette partie du film a pour but de faire écho à ce qui était présenté dans la première partie du film, sur l'aube de l'humanité, pour montrer à la fois ce qui a évolué et ce qui est resté pareil. Et la conclusion, comme on est dans un film de Kubrick, c'est qu'on a changé, mais pas vraiment. On a sophistiqué notre animalité en l'habillant de confort, et oublié nos peurs en rendant nos désirs abondants. Tout fait pour oublier notre statut d'animaux, sans jamais le dépasser. On a par exemple conquis la nuit qui faisait si peur à la tribu primitive, puisque nous découvrons le personnage endormi seul au cœur de cette nuit, abandonné à la dangerosité du vide spatial et de sa gravité zéro, en toute insouciance dans un monde feutré et doux, qui lui fait donc oublier ou ignorer la beauté et les dangers du vrai.
L'homme a atteint un degré de confort tel que même dans l'espace, et réduit en bouillie par le génie de l'alimentation industrielle et chimique, sa nourriture est si abondante qu'il bouffe 2 fois en 5 minutes. Parce que je suis trop heureux de voir des gars bouffer des sandwichs. Ah non, attendez, je crois qu'il parle... Well, how about a little coffee? Oh, great. Good idea. Il refuse même de partager un verre avec les Russes, écho à l'époque où 2 tribus pouvaient se battre pour un point d'eau. Et pourtant, même en ayant fait la paix avec les autres tribus, évoluer à ce point, l'un des principaux signes d'évolution, le langage articulé utilisé ici par notre technologie, Welcome to voice print identification. un sacré progrès par rapport à ça, n'est utilisé donc que pour échanger des banalités, ne rien dire, et dans le cas de la scène avec les Russes, pour mentir, dissimuler et ainsi garder un avantage sur nos opposants, ou en tout cas l'autre camp. Le truc en termes de storytelling, c'est que ce soit l'information de la découverte du monolithe sur la Lune, la promotion des découvertes technologiques et de l'avenir incroyable de la NASA, ou la question de l'avenir ou du thème de l'humanité, tout le contenu de cette partie est répété dans la 3e. Ouais, tout. Les communications pour échanger les banalités avec sa famille, la technologie pour gérer la gravité ou ses tablettes, la question des ressources alimentaires, les humains tellement à l'aise avec la nuit et ayant tellement oublié leur peur de dormir qu'ils acceptent de se faire cryogéniser et mettre en sommeil artificiel géré par une machine, ce qui finit par leur jouer des tours à cause de HAL 9000 apporte donc un commentaire sur l'humanité puisque HAL, étant clairement présenté comme une reproduction de l'humain et de son cerveau en version mécanique, which can reproduce, though some experts still prefer to use the word mimic, most of the activities of the human brain. We'd have to cut his higher brain functions. et doté de la parole, Good afternoon, Mr. Amer. devient une tribu humaine plus avancée et réactive en lui-même comme en David, luttant pour sa survie, la nature profonde, brutale et animale de l'humanité sous ses airs d'évolution. Les peurs et désirs de réussite de HAL et des humains se confrontent et révèlent la vérité du genre humain. Et en plus, cette partie le fait mieux. Là seulement, nous avons enfin droit à une narration. Même atmosphérique et posée, chaque scène de cette partie dit quelque chose, ou développe l'histoire, ou la thématique de l'évolution de l'humanité, et ce, de façon intéressante, en suivant des personnages et des actions essentielles et utiles au récit. Si déjà 2001 venait sans ces 34 minutes redondantes avec le reste, en plus d'être une pub pour une station spatiale orbitale qu'on ne nous a toujours pas livrée, pour l'instant notre station spatiale ressemble toujours à l'écran de veille des tuyaux de Windows, je crois que j'arriverai un peu plus à l'apprécier, que ce soit en termes de récit ou de thématique. Dans cette partie, donc, on va découvrir 2 astronautes, Frank et David, qui ont pour compagnie HAL, l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau, et fait soudain une erreur de diagnostic alors que les ordinateurs de son genre sont réputés infaillibles. Semant tellement le trouble dans l'esprit des 2 scientifiques que ces crétins gâchent leur planque parfaite en la faisant tourner du côté où l'intelligence artificielle représentée par un putain d'objectif de caméra peut les voir à travers un hublot, ils sont alors immédiatement attaqués. Frank se fait propulser dans l'espace sans arrivée d'oxygène alors qu'il était sorti remettre le matériel supposément défectueux en place, en se garant comme David et pour une raison que je ne comprendrai jamais à 200 km du vaisseau au lieu de remonter bêtement et tout droit le long de la coque jusqu'aux antennes, et David, sorti récupérer son collègue sans que je comprenne vraiment pourquoi ou ce qu'il espère faire quand il l'aura décongelé, se fait enfermer dehors par un robot qui peut contrôler les pods pour tuer un mec mais pas l'autre pour empêcher un autre mec de rentrer dans le vaisseau, ce qui lui permet de braver le vide spatial et d'aller débrancher HAL. À cet instant, on lui révèle l'histoire du monolithe sur la Lune et de sa mission, achevant de rendre la partie 2 inutile et de lui faire gâcher le film parce que si on l'avait pas eu juste avant, on aurait eu cette révélation en même temps que le personnage, et on aurait été un peu plus proche de lui. Mais au moins on a raconté quelque chose de concret pendant une 40aine de minutes. Arrive le dernier acte. Alors le pire c'est qu'en vrai c'est pas bien compliqué de comprendre ce qui se passe ici, il suffit de décrire ce qui se passe. David passe à travers un portail, une porte des étoiles, qui le transporte jusqu'à un monde alien qui semble exister dans une autre dimension. Le personnage, enfermé dans une chambre imitation Louis XVI totalement artificielle qui semble être une sorte de zoo alien qui ont essayé de reproduire notre monde mais ont mis le miroir au mauvais endroit, commence à ressentir le temps différemment. Sur son lit de mort, il se voit réincarné par le monolithe en une nouvelle forme de vie puisque c'est un fœtus, et est renvoyé vers la Terre pour être la prochaine étape de notre évolution probablement, ayant atteint un nirvana absolu où ses peurs étaient inexistantes et ses désirs satisfaits. Là encore, la narration devient secondaire aux émotions et des sensations, comme dans le premier segment du film, mais au lieu d'être rempli de naturel et de quotidien, c'est rempli d'inconnus et de surnaturel, comme ces êtres multidimensionnels qui sont probablement les créateurs des monolithes. Là encore, on joue à opposer l'homme à sa condition passée, bien qu'étant isolé, les comparaisons possibles soient limitées. Au-delà de l'histoire de l'humain qui évolue au contact des aliens, ce que dit Kubrick, c'est surtout que tout évolué qu'on soit, on est toujours les primates qui se battaient pour un point d'eau, incapables de comprendre quoi que ce soit à ce qui nous entoure.
J'irais jusqu'à dire que le Star Child, que beaucoup voient comme un symbole positif, le renouveau de l'humanité ou le début de son ultime évolution, me semble être en fait un message totalement négatif de la part de Kubrick. Le commentaire que nous serons éternellement les mêmes, nous n'avons jamais évolué, et nous resterons éternellement les enfants de l'univers, même au contact d'une entité supérieure. Je trouve pas ça innocent d'avoir coupé immédiatement là, et de ne pas développer ce que ça veut dire pour l'avenir de l'humanité. L'évolution de l'homme ayant systématiquement camouflé une critique, et vu le regard nihiliste de Kubrick en général, difficile d'imaginer pourquoi les conclusions de la première partie, de la deuxième, et de la troisième seraient soudainement contredites par la quatrième, vu le regard ahuri qu'a David pendant toute la fin du film, son silence absolu et le symbole de l'image d'un fœtus qui... Oh mon dieu, j'avais jamais remarqué que les yeux bougeaient. Quelle horreur cette tête! Mais au final, ça peut être positif ou négatif, parce que je suis pas foncièrement opposé à l'idée que l'homme soit une merde. Quand le film parle de tout sauf de ça, passe 2 heures à le dire et le fait à 2 à l'heure, ça donne pas vraiment le sentiment d'avoir été récompensé du temps investi. Et alors c'est ça le truc, en dehors du récit, qui est pas évident à capter lors du premier visionnage au pluriel, il y a tout le style qui entoure le film. Comme ce choix de se concentrer sur les à-côté et non sur l'histoire, il est pas mal en soi, le style de 2001. J'en aime plein des films longs et pompeux. Mais ça s'additionne si vous voulez. Déjà que le film m'emmerde narrativement et se concentre sur une admiration d'une technologie aujourd'hui commune, vous ajoutez en plus le style réaliste et documentaire de Kubrick, et je m'emmerde vraiment. 2001 est un peu la quintessence d'un film de Kubrick. Avec le 65 mm, les mouvements de caméra et les objectifs grand angle habituels qui amènent ici à de très grosses mais très belles déformations des lignes droites et des distances, et le ciel pour limite, ces personnages ont rarement été stockés dans des espaces aussi grands, vides et froids, mais palpables. On retrouve son travail de la lumière dans la navette avec les lumières projetées, un travail global qui fait en sorte que chaque décor produise sa propre lumière, comme la salle de conférence avec ses 3 grands panneaux blancs, son travail du cut impactant avec les images subliminales de la fin, ou encore avec les coupures brusques alors qu'un son ou une musique très forte domine la scène. Mais c'est aussi là qu'il atteint ses plus gros extrêmes au niveau de la lenteur du montage et du réalisme froid. Non, parce qu'alors qu'on se comprenne, c'est pas un mal de faire un film atmosphérique, mais là, ça me plaît pas, et à mon sens, ça va trop loin. Le premier segment sur l'aube de l'humanité, c'est 20 minutes à regarder les photos de vacances de Kubrick dans les Rocheuses, avec uniquement le bruit du vent et les cris des primates pour nous occuper. Un traitement documentaire et réaliste du son et du montage en principe immersif, mais exacerbé jusqu'à en devenir ingrat dans le cas présent. Ce sera d'ailleurs filé dans tout le film qui contient très peu de dialogue, rendez-vous compte, il a même pas mis ses narrations habituelles, et des séquences portées uniquement par leur musique. Celle pertinente pour l'histoire de l'humanité marquée par le Zarathustra de Richard Strauss, les séquences de voyages spatiaux accompagnées du Danube bleu, et les interventions du monolithe marquées par le Requiem de György Ligeti. Kubrick a fait le choix, sans doute pour choquer les cathos de l'époque, de mettre de la musique classique profane dans tout le film, mais de mettre de la musique sacrée au-dessus de tout ce qui évoque le monolithe et les anciens astronautes. Faut dire que tout le film est une version profane de la Genèse ou de la Bible, comme l'indique la musique d'ouverture de Zarathustra qui évoque cette parabole morale, sans déité, un peu parodique et nihiliste qu'avait écrit Nietzsche et qui avait inspiré Strauss. Mais si à l'époque ça pouvait faire pied de nez, autant de classiques ça fait un petit peu pédant. Dit le mec dont le générique de l'émission est le Dies Irae de Verdi. C'est pas la musique la plus évidente à apprécier, et ça fait mis là pour meubler. Sérieux, je me fais jamais à ce fondu dégueulasse sur la musique. La bande-son du film alterne donc ainsi entre silence, cris, et musique classique, conversation vide et chiante à voix feutrée, voix de robot monotone, ou le pire du pire, l'unique son de la respiration des astronautes lors des sorties dans l'espace, devenant ainsi le meilleur remède que vous pouvez espérer trouver contre l'insomnie. Mais on est bien obligé de faire ça quand le gars a tourné des plans et des séquences d'effets spéciaux qui font 2 minutes et qu'il veut pas en réduire un seul. Alors oui, t'es bien obligé de meubler pendant les 5 minutes de plan pendant lesquelles tu vois une station passer devant l'écran, ou une navette. Peu importe que le plan serve à quelque chose, peu importe que la scène serve à quelque chose. Non sérieux, on a vraiment besoin de voir tout le détail du trajet de la navette? De suivre chaque mouvement du pod, la sortie, le 180 degrés, la montée jusqu'au-dessus du cockpit, le début de marche avant, en temps réel? C'était vital. Sans ça, le film perdait son sens et son travail de l'ambiance. Je crois que le plan que je déteste le plus du film, c'est celui-là. On a suivi le deuxième voyage du héros. Ça fait 3/4 d'heure qu'on ne nous raconte rien. Et là, après 4 minutes de plan où le vaisseau vole, le gars reste
1 minute à te montrer la plateforme d'atterrissage se rétracter à l'intérieur du hangar. Et le pire, c'est qu'il coupe avant qu'elle arrive en bas. Je veux dire, quitte à faire un trip atmosphérique et faire un montage qui va à 2 à l'heure, fais la descente jusqu'en bas. Tout ça pour encore filer une putain de métaphore sexuelle. On commence par une pénétration, puis un ovule vient se poser dans une matrice, un spermatozoïde voyage, et à la fin, on a un fœtus. Oh, génial! La partie 2 a un intérêt maintenant! Ok, c'est la mécanique à la base de la vie de l'homme, ça fait sens de le mettre, mais aussi longtemps? Puis ça marche pas vraiment, il y a 3 voyages qui servent de métaphore, mais celui-là, il est quelle métaphore dans le truc sexuel, là? Ils vont chercher le clitoris, c'est ça? D'ailleurs, tant qu'à me risquer à critiquer 2001, ce cut là, le fameux cut le plus incroyable du monde parce qu'on passe des milliers d'années tout en conservant l'idée de l'objet utilisé par l'homme. En même temps, il n'y a pas 10 000 films qui s'étendent sur cette période, ça vient un peu avec le package. Je suis navré, mais il est mal calé. Ça serait mieux comme ça, monsieur perfectionnisme. Là. Et enfin, il y a le trip au LSD final, permis par la nature SF du script qui invite aux effets spéciaux, en bonne partie responsable du succès du film, alors que commençait la démocratisation de certaines drogues et le mouvement hippie. And the entire campus was talking about talking about 2001. They were talking about the fact that it was a drug movie. They were saying, well, the idea is you take drugs and then you go to the movie, and it just heightens the experience. But I came out the other end of that picture much higher than any of my friends who had taken, mind-altering substances. I went in there, clean as a whistle, and I came out of there altered myself. That film was the drug. Quand tu comprends ce qu'il illustre et que le film se répète déjà avec des séquences longues et chiantes, il devient assez vite chiant. Je veux dire, ça devait faire 3 lignes sur le script et ça devient une séquence de cinéma surréaliste de 19 minutes. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et c'est cet étirement du temps avec des effets spéciaux hallucinés pendant le voyage, et cette accélération où les temporalités se marchent les unes sur les autres, qui rendent cette fin hypnotisante pour beaucoup, mais assez insupportable pour moi. J'ai pas envie de faire un trip, et si j'en fais un, 2 minutes voire 5, ça suffit. 19 c'est de la gourmandise quand même, vous trouvez pas? Ça fait beaucoup de style pour pas beaucoup de substance. Donc un film qui te raconte rien, et qui en plus met 2 heures à te le raconter, excusez-moi mais je sens mon anus qui se dilate. Pardon, mais c'est vrai, au bout d'un moment, faut tracer une frontière entre faire de l'art contemplatif et contempler de l'art. J'en aime plein des films lents, contemplatifs et atmosphériques, hein. Avalon, Stalker, Under the Skin, mais au bout d'un moment, ce serait quand même sympa de raconter quelque chose. Le style prend le pas sur la substance, son discours sur l'humanité prêche un converti, et sa science-fiction est datée, alors bon... Je m'emmerde! Alors oui, c'était très neuf pour l'époque, c'est sûr. À l'époque, les derniers succès de SF sont des fictions inspirées des comics de Flash Gordon et proposent des aventures aux formes rondes et colorées, comme La Guerre des Mondes de 1953 ou Le Planète Interdite de 1956, y compris les plus sombres comme La Planète des Vampires. Même le Fahrenheit 451 de Truffaut ou le Ikari XB1 tchèque se conforment à l'image qu'on se faisait du futur dans les années 60, sans parler de la télévision avec Lost in Space et surtout Star Trek. Frank en sait quelque chose. Mais là où tout ça s'inspirait des premières missions de conquête spatiale conséquentes au discours de Kennedy en 62, des designs des satellites Sputnik, 2001 sort un an à peine avant la mission Apollo 11. Le minimalisme de Kubrick, associé à son réalisme l'ayant déjà poussé à collaborer avec la NASA, et étant le seul producteur à avoir les pleins pouvoirs sur son film et le soutien financier d'un studio comme la MGM dû à sa réputation, c'est naturellement le premier à avoir proposé au public une représentation réaliste et humainement concevable de la navigation spatiale. Bien que je sois incapable de vous expliquer pourquoi cette navette vole en crabe au lieu d'aller vers là où sont les pointes. C'est pour ça, en bonne partie, que 2001 a captivé les esprits à sa sortie en 68, déjà passionné par le premier vol à se poser sur la Lune à venir, et confronté ici à un quasi-documentaire sur ce qui va se passer prochainement, d'ici à peine une vingtaine d'années. Et en fait, t'as un peu l'impression que c'est pour ça qu'elle est là, la deuxième partie. Juste fantasmer sur l'avenir de l'homme et faire du placement produit à gogo, et à côté, se poser la question du potentiel de l'humanité, en passant, littéralement, entre le sandwich et le café. Et voilà le truc. Faut arrêter de faire comme si c'était une idée de génie. On y serait venu à partir de ce premier voyage sur la Lune, de toute façon. On savait que ça passerait plus les soucoupes volantes et les designs improbables après ça. C'était plus de la fantaisie, l'espace. C'était de la science. Fiction. En quelque sorte, le space opéra réaliste était une nécessité de ce moment précis de l'histoire humaine. Ce n'était plus réservé aux enfants, c'était devenu un sujet d'adulte. Très adulte même, parce que ça baignait dans une guerre bien froide au fond, et même Star Trek sera profondément perturbé par ce changement du rapport à l'espace. Alors oui, ok, Kubrick a été le premier,
En même temps, il était le seul qui avait assez de bagages pour imposer un budget à la hauteur de ses ambitions en SF. La planète des singes à côté a eu la moitié de son budget, par exemple, là où Star Trek n'a eu une rallonge que pour ressembler encore plus à 2001. Et ça en fait pas un génie absolu, j'ai envie de dire l'inverse, il a pris la solution la moins créative possible. La plus avant-gardiste, la plus prophétique, mais pas la plus créative. C'est pas un mal, mais ça rend le truc moins remarquable. Et alors là où faudrait se calmer, c'est sur les effets spéciaux. Parce qu'il a rien révolutionné dans le domaine, même pas dans le motion control avec les maquettes comme on essaye de le faire croire. C'était le genre de choses qu'on savait déjà faire même pour de la télévision, et ça a connu de réels progrès qu'avec Star Wars. Tout ce qu'il fait est ultra classique, c'est les méthodes de Disney pour faire de l'animation, ce ne sont que des made painting, des dessins très réalistes, qu'il fait bouger pour la plupart des vaisseaux ou navettes, et les plans sur les maquettes n'ont rien de complexe, ni n'ont requis d'attention particulière. Elles sont très détaillées, oui, mais ça s'arrête là, et c'est pas du génie absolu de demander plus de détails dans les maquettes. C'est très bien fait, mais ça a déjà été vu. Ça a marqué parce que ça utilisait des visuels plus terre à terre, c'est tout. Quoique, bizarrement, le truc le plus révolutionnaire, c'est dans le surnaturel avec la technique du slit scan utilisée pour la porte des étoiles. Il a fallu créer les machines sur mesure, donc si, excusez-moi, même si c'est la prolongation du travail d'autres personnes également, ça, il l'a fait avancer. Mais enfin, de là à admirer ça pendant 9 minutes, c'est un petit peu sec, aujourd'hui où tous ces effets spéciaux ont été dépassés, où toutes ces technologies sont devenues réalité, et c'est un des points qui me semble essentiel à aborder pour défendre une non-appréciation du film. S'il reste moderne visuellement, le rêve qu'il vend a mal vieilli. Là où le travail du silence ou la banalité des discours était parfait pour laisser le spectateur s'extasier devant ses propositions technologiques et ses visuels neufs et crédibles, le spectateur d'aujourd'hui s'amuse éventuellement de l'aspect désuet, mais n'a rien de spécial à imaginer pendant le reste de la scène, et se tape donc toute la discussion inintéressante à la place, ou le minimalisme de la respiration des astronautes, qui est cool, mais quand rien de tout ça ne t'est inconnu et que tu vois déjà pas les personnages dans le cadre, à un moment à quoi ça sert de regarder le film? Outre l'intérêt historique de l'œuvre en elle-même, elle a quoi à proposer de si génial et unique? Juste d'avancer à 2 à l'heure, avoir un trip au LSD et être ingrate avec le spectateur? Ouais, c'est grandiose. La belle affaire si ça montre rien d'intéressant. Parce que c'est pareil, le truc des anciens astronautes, c'était neuf à l'époque, ça aussi ça te faisait te poser plein de questions pendant que tu regardais je ne sais quelle troupe de théâtre faire les singes. Mais aujourd'hui, bon, ça a été repris dans des centaines de films et de séries de SF, dont cette merde, car pompeux en bonne partie son esthétique à 2001, et le fait que son équipage soit pas au courant de sa mission. Mais justement, ce genre d'idée venait d'un point de vue qui aujourd'hui date. Et comme j'ai déjà dit dans le Pourquoi j'ai raison ils avaient tort sur Prometheus, la théorie des anciens astronautes, c'est même devenu une émission régulière qui a donné lieu à son propre mime. Donc même ça aujourd'hui, c'est pas surprenant et captivant. Tout surprenant que soit son design de gros pavé noir, c'est pas suffisant pour évoquer quelque chose de stimulant chez le spectateur lambda, et très passé et simple comme idée pour baser tout le film là-dessus et exiger que ce soit apprécié par tous ceux qui se déclarent cinéphiles. Et alors, oui, 2001 est incroyablement bien réalisé. Je sais toujours pas comment il a fait pour réaliser ce plan par exemple. Mais encore une fois, ça n'a rien d'essentiel ou d'unique par rapport à un autre réalisateur. Alors oui, il y a des jolies images, des designs sympas, des idées intéressantes, de la bonne musique, un travail certain sur l'atmosphère, le tout en 70 mm et en scope 2.20 pour bien impressionner le spectateur de l'époque. Mais c'est froid, clinique, nihiliste, démodé, prétentieux et tout simplement pas ma tasse de thé. C'est pour ça que je préférerais toujours 2010 à 2001. D'accord, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre de cinéma expérimental, mais enfin au moins il y a quelque chose à suivre. Un dernier point pour terminer, plusieurs personnes, face à des messages aussi opposés, filmer une image glorieuse de l'avenir de l'homme tout en indiquant qu'il est une merde, beaucoup pensent que Kubrick veut nous laisser le choix du sens du film. Et franchement, après tout ce qu'on vient de voir, tout ce que je viens de dire, est-ce que vous pensez que Stanley Kubrick fait partie des réalisateurs qui veulent laisser le choix à leurs spectateurs? Et malgré tout ce qu'on vient de voir dans les deux parties de cette vidéo, je ne m'explique toujours pas, si ce n'est à cause d'un dogmatisme, un élitisme et une uniformisation des goûts, pourquoi c'est si outrageux de dire qu'on n'est pas sensible à tout ça ou à un de ces films en particulier. Pourquoi le simple fait de le dire vaut un procès sur la place publique pour hérésie, stupidité et insensibilité? Que ce soit bien fait n'y change rien. Tous les films essayent de bien faire tant qu'on va pas dans le nanar ou chez Godard. Après m'être refait la filmographie complète de Kubrick, j'apprécie mieux ses films à lui. Je vois mieux où et en quoi il a influencé ses successeurs. Mais je comprends pas mieux le cinéma, le langage cinématographique. J'ai rien vu dans ces films qui offrent la clé pour mieux regarder ou comprendre les autres films que je vois. Et être capable de voir les spécificités de sa mise en scène ou avoir une idée de son discours ne veut pas dire qu'il me plaira.
Donc ce cinéma dogmatique et ses figures quasi sacrées, Kubrick, Scorsese, Lean, Hitchcock, Wells, Ophuls, Lang, une bonne fois pour toutes, vous devez vous y intéresser comme à toute l'histoire et à la culture humaine, mais rien ni personne ne doit vous obliger à les aimer. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et ne pas avoir aimé ne veut pas dire que vous n'avez pas compris. Aucun réalisateur n'est un dieu, aucun n'est infaillible, aucun ne plaira à tout le monde, et même le fait d'être plus ou moins perfectionniste n'y changera rien. Vous pouvez aimer des films très cons parce que vous l'êtes, ou parce qu'au contraire, vous êtes intelligent et vous voulez décompresser. Aimer des films très intelligents parce que vous les comprenez, ou parce que vous ne les comprenez pas et justement vous aimez vous exposer à des trucs qui vous dépassent pour essayer de vous améliorer, voir si vous arrivez à les comprendre ou y être sensible, ou bien encore, rejeter en bloc l'idée que vous pourriez avoir à vous améliorer et au contraire détester les films intelligents pour ça. Mais si ce que vous regardez ne vous parle pas, il faut pas se sentir mal ou se forcer à aimer parce que tout le monde a dit que. Que ce que tout le monde a dit soit vrai, faux ou exagéré d'ailleurs. On regarde le cinéma parce qu'il nous apporte quelque chose. Quoi? C'est la décision de chacun. On a la responsabilité d'explorer l'horizon des possibles, sinon on est juste des zombies, mais on a tous ses couleurs et directions favorites. On a le droit de remettre en question les cultes, ou tout simplement de ne pas y être sensible. C'est pour ça que le cinéma est magique, pour la multiplicité des points de vue cinématographiques. C'est ce que j'ai voulu vous montrer avec cette vidéo, en vous expliquant pourquoi je n'aime pas l'excellent travail de Kubrick. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!